Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, notre face-à-face, comme tous les jours. Question aujourd'hui, puisque nous en sommes à la fin de la COP28, ça s'approche. Sortir des énergies fossiles, est-ce indispensable, est-ce réalisable? Et pour en parler, nous avons Antoine Laurent avec nous, responsable de plaidoyer de l'ONG Reclaim France. Bonjour. Bonjour. Finance, pardon. Pourquoi je dis France, Finance. Et puis Jean-Louis Chilansky, ancien président de l'UFIP, l'organisation professionnelle des sociétés énergétiques et pétrolières. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous tous les deux. D'abord, est-ce indispensable de sortir des énergies fossiles? Jean-Louis Chilansky. La question, c'est pas tellement de savoir si c'est indispensable. Enfin, si on regarde les émissions de CO2, effectivement, un jour, il faudra sortir des énergies fossiles. Parce que le réchauffement de la planète, qui est avéré, fait que ça devient effectivement indispensable. Mais c'est pas vraiment la question, parce que la question, c'est la deuxième. C'est est-ce que c'est possible? C'est ça le sujet. Mais c'est pour ça que je couple les deux, d'ailleurs. Oui. Est-ce indispensable? Est-ce possible? Alors, vous répondez. Antoine Laurent. Les deux sont liés. C'est indispensable, évidemment. Et la question du jour importe énormément. C'est pas un jour, peut-être. C'est le plus rapidement possible. Il y a des échéances qui sont atteignables. Donc c'est tout à fait possible. Il y a des scénarios qui existent, qui ont été établis par des agences très sérieuses. Je pense à l'Agence internationale de l'énergie, qui est une branche de l'OCDE, qui n'est pas une ONG écolo. C'est une agence chargée de conseiller les pays pour assurer la sécurité énergétique des pays riches, et qui dit qu'il est tout à fait possible de réduire de l'ordre de 80% notre demande en énergie fossile à horizon 2050. Et 25% à horizon 2030. Et ça, cette trajectoire, elle est ambitieuse, elle nécessite beaucoup d'efforts, mais elle est tout à fait atteignable. Jean-Luc Chilansky. Écoutez, ça c'est vraiment très paradoxal. Parce que ce qui se passe, c'est que la consommation de pétrole n'a jamais été aussi élevée. Cette année, en 2023, on va consommer plus de pétrole que l'année dernière, et on prévoit que l'année prochaine, on en consommera encore plus. Et c'est également le cas pour le charbon. Alors on peut prophétiser, on peut en quelque sorte souhaiter, je comprends très bien, mais dans la réalité de ce qui se passe, parlons vrai, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est dans une trajectoire d'augmentation de la consommation de pétrole et de charbon. Antoine Laurent. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. On a encore atteint un pic de consommation, mais il ne faut pas voir ça comme une fatalité. Il ne faut pas se soumettre à cette dépendance et à cette drogue que l'on a des énergies fossiles. La lutte contre le changement climatique nécessite évidemment une très très forte volonté politique. C'est l'objet de la COP28. C'est en sorte que les États s'accordent entre eux pour justement trouver une trajectoire commune et que les efforts soient bien partagés. On va voir le communiqué final. Est-ce que les énergies fossiles vont... Vous faites la moue, vous, Jean-Louis Chilansky. Vous doutez, non. vous doutez quand écoutez, moi, ça m'étonnerait beaucoup, mais enfin, on ne sait jamais. Qu'on inclut les énergies fossiles dans le communiqué final. Il y aura certainement une phrase sur les énergies fossiles, mais je ne crois pas. On verra demain. Moi, je suis pas prophète. Je ne crois pas que dans le communiqué final de la COP28, on dira que c'est la fin des énergies fossiles. Je ne le crois pas. Encore une fois, on verra bien prévoir ce qui se passe demain, mais est-ce qu'on pourrait tous ensemble au moins plaider pour que ça apparaisse et que le mot soit le plus ambitieux possible? Il y a plusieurs options sur la table. Soit il n'y aura rien, mais ça m'étonnerait parce que la présidence a quand même affiché une volonté en la matière. Mais l'impératif, c'est qu'il y ait évidemment un mot sur la sortie et non pas seulement une lente décrue, mais vraiment une sortie à une échéance raisonnable, mais tout à fait ambitieuse pour justement essayer de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et surtout, il y a un gros enjeu sur un mot qui s'appelle unabated, qui est le principe de se dire on va continuer de prolonger la production d'énergie fossile grâce notamment au fait qu'on puisse réduire notre intensité carbone de la production. Ça, il faudra faire très attention à ce mot-là. Alors, est-ce qu'on doit mettre fin, puisque les choses sont claires, soyons encore plus concrets, est-ce qu'on doit mettre fin à tout nouveau projet pétrolier, gazier ou centrale à charbon? Alors, monsieur Bourdin, si on fait ça, les prix vont augmenter d'une façon considérable. Si on arrête de produire... Si tout à coup, on bannit tout investissement
Dans les énergies fossiles, on fait monter les prix. Évidemment. Comment vous allez faire? La demande continue d'augmenter. Le problème, c'est pas la production. On verra bien la production. Le problème, c'est la demande. Le problème, c'est que les Chinois consomment de plus en plus de charbon. Le problème, c'est que les Américains consomment de plus en plus de pétrole, modérément, c'est vrai. Et puis, il y a l'augmentation démographique. Donc, la question n'est pas de faire un plaidoyer. Enfin, je comprends ce que vous dites. La question, c'est de savoir comment. Aujourd'hui, les gens veulent voyager, ils prennent l'avion, ils se déplacent, ils vont en vacances, ils ont une voiture, ils consomment, ils ont une voiture. Alors vous allez leur dire, attendez, alors ça c'est fini maintenant. Vous prenez plus de voiture, vous marchez à pied, vous n'allez plus en vacances en avion parce que c'est pas bon pour la planète. C'est vrai que c'est pas bon pour la planète, mais c'est des contradictions extrêmement difficiles à résoudre. De principe de réalité, quoi, si j'ai bien compris. Exactement. Antoine Laurent. Je crois que la situation est beaucoup trop grave pour tomber dans la caricature. Je suis désolé. On n'est pas en train de dire qu'on va arrêter de prendre l'avion du jour au lendemain. On va pas arrêter de prendre sa voiture pour aller au travail. Ça va pas être le désastre économique. Et c'est pas parce que dès maintenant, on peut arrêter d'explorer de nouveaux champs pétroliers, qui est une exigence absolue pour respecter nos engagements climatiques, que du jour au lendemain, on va avoir une pénurie d'énergie fossile à travers le monde. On anticipe. Oui, on exploite ce qui existe. Il existe déjà des réserves disponibles. Oui, il y a des réserves disponibles considérables. Pourquoi les chercher alors qu'il y a des réserves disponibles considérables de pétrole, par exemple? Pourquoi aller chercher d'autres gisements? Ces réserves, il faut les exploiter. Elles ne naissent pas comme ça. Si cette année, on consomme en 2023 2 millions de barils jour de pétrole de plus, ils viennent d'où? Ils sont pas. Mais on a des réserves pour cela. Non, mais les réserves, les réserves. Eh ben, on sort au maximum ce qu'on a. On peut pas arrêter l'exploration mondiale de pétrole. Vous allez vers une pénurie, sauf... Excusez-moi, mais aucune des trajectoires, aucun des scénarios qui nous montrent aujourd'hui qu'il y a un risque de pénurie majeure. La demande va diminuer en Europe, en Amérique du Nord, elle va commencer à diminuer d'ici 10-15 ans en Asie. Elle va légèrement augmenter dans les pays en voie de développement, mais au global, la demande va diminuer. L'Agence internationale de l'énergie le dit très clairement, elle va diminuer parce que la transition énergétique, elle est en route, elle est en marche. Il faut qu'elle aille évidemment plus vite, mais elle est déjà en marche. Je vous donne un exemple, un chiffre. Les terminaux qui vont exporter du gaz fossile. Aujourd'hui, il y a une ruée vers le gaz qui est dramatique. Et vous avez des terminaux qui sont en train d'être construits. Ces terminaux qui sont déjà en cours de construction, qui ont déjà été approuvés, donc je ne parle pas des nouveaux susceptibles d'être approuvés, ceux-là, il y a 70% de risque qu'ils ne soient plus rentables parce qu'il n'y a pas assez de débouchés de gaz. C'est un calcul qui a été fait au regard des projections d'énergie. Vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est une agence un peu sérieuse. Même l'Agence internationale de l'énergie, c'est pas la première fois qu'ils se tromperaient. Comment vous faites pour produire l'électricité en Chine? Pourquoi est-ce qu'il y a des terminaux de gaz naturel liquéfié? Parce que les Chinois en ont besoin. Parce que en plus de leur charbon, en plus de leur énergie renouvelable, ils consomment de plus en plus de gaz naturel. Et ce gaz naturel, il faut qu'il vienne quelque part. Et ben vous savez d'où il vient? Il vient du Qatar, tout simplement. Et c'est là qu'on construit les terminaux de liquéfaction du gaz qui vont vers l'Asie, vers la Chine, vers le Japon. Le problème, c'est un problème fondamental de consommation. Tout le reste, c'est de la littérature. Comment est-ce que on diminue... Donc sobriété. Exactement. Comment est-ce qu'on diminue la consommation d'énergie fossile dans un monde qui, aujourd'hui, en consomme de plus en plus? L'inflexion, déjà, sera très difficile. Vous êtes sur une augmentation de consommation, ne serait-ce que d'aller vers un plafond, ça sera difficile, et le fait de diminuer, ça le sera encore plus. 10h moins le quart. Je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir. Allez, 10h moins le quart, vous êtes sur Sud Radio. C'est très intéressant, hein. Très très intéressant parce que ça conditionne notre vie dans les années qui viennent. On est au cœur du truc, là. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous débattons autour des énergies fossiles. Est-ce indispensable? Sortir des énergies fossiles, est-ce indispensable? Est-ce réalisable? Pour parler de cela, nous avons Antoine Laurent avec nous, qui est responsable de plaidoyer de l'ONG Eric Lem Finance, et puis Jean-Loup Chilansky, ancien président de l'UFIP, l'organisation professionnelle des sociétés énergétiques et pétrolières. Bien, je parlais tout à l'heure
des autres énergies. Il n'y a pas que le fossile, les renouvelables et le nucléaire. Nous avons la chance en France d'avoir beaucoup de nucléaire, un peu de renouvelables. Nous sommes en retard d'ailleurs sur le renouvelable. C'est une solution pour sortir des énergies fossiles. C'est la solution, c'est la seule solution, Antoine Laurent. Il y a aussi la sobriété, on est bien d'accord. Moins consommer. Bon, il y a 3 leviers, c'est la sobriété d'abord. Oui. C'est la première chose, c'est réfléchir à réduire notre consommation d'énergie et de matériaux au sens large, parce qu'il n'existe pas d'énergie propre, ça n'existe pas. Chaque énergie a un coût environnemental et voire même social. Donc, première priorité. Deuxième, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est de faire en sorte que pour chaque point de PIB ou chaque production qu'on fait, on arrive à réduire notre intensité en carbone et en énergie. Ça, c'est la rénovation des bâtiments, etc. Et après, il y a effectivement des énergies de substitution pour remplacer, y compris en Chine, remplacer les centrales à charbon par autre chose, par en priorité des énergies renouvelables qui pour le coup, ont un coût environnemental plus faible. Ils développent beaucoup le renouvelable. Ils développent massivement. Et tant mieux, en plus à un coût relativement bas. Après, le nucléaire, alors en France, ça fait un gros débat et c'est un vrai problème parce qu'on a ce qu'on appelle un effet falaise, où en fait, en France, on a une nécessité d'investir massivement dans une technologie complètement immature, donc il y a une grosse incertitude sur son coût, sur sa viabilité. Pourquoi pas, mais ça reste une solution marginale. Les 3 que j'ai parlé juste avant doivent être prioritaires, et j'ose espérer qu'on porte ces solutions en priorité partout dans le monde, plutôt que soit perpétuer sur les énergies fossiles, notamment le gaz, soit juste défendre le nucléaire coûte que coûte, comme fait la France au niveau européen. Jean-Luc Chilansky, vous êtes d'accord ? Je vais vous surprendre, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ces 3 axes. Oui. C'est exactement ça. La question, c'est est-ce que c'est assez puissant et assez potentiel, en quelque sorte, pour compenser l'augmentation de la consommation. L'augmentation de la consommation, c'est 2 choses. C'est la démographie, c'est le fait que la population mondiale augmente, et le fait que des populations, on va dire sous-développées, je ne sais pas si elles sont vraiment... veulent un niveau de vie supérieur. Et donc, pour avoir un niveau de vie... Et c'est normal. Une aspiration. Mais donc, elles consomment plus d'énergie. Parce que quand on parle énergie, on pense tout de suite électricité. Voilà. Bien sûr que non. Or, ce qui détruit la planète, c'est tant d'autres choses. Tant d'autres, je ne sais pas moi, le transport, les principales sources d'émissions en France, c'est le transport. Il y a le bâtiment, tout le chauffage. Et puis après, il y a l'industrie, l'agriculture. Donc l'électricité qui sert en France beaucoup au chauffage, ce n'est qu'une part du problème. Mais c'est aussi l'électricité à l'échelle mondiale est la première source de consommation d'énergie fossile. Donc c'est un enjeu prioritaire. Et encore une fois, sur la demande, oui, alors évidemment, il y a une aspiration logique et qu'il faut encourager de tout un tas de populations qui veulent se développer. Mais il y a plusieurs voies de développement possibles. Il faut arrêter de croire que l'énergie fossile est la seule solution au développement. À la COP28, les pays les plus riches ont décidé d'aider les pays en voie de développement. Tout à fait. Qu'on appelait en voie de développement autrefois, pour justement diversifier leurs sources d'énergie. La question, c'est est-ce que c'est assez ? C'est ça la question. Tout à l'heure, vous disiez, on parle d'électricité. En Chine, l'électricité, c'est essentiellement de l'électricité à partir du charbon. Oui. Quand vous prenez des voitures électriques aux États-Unis, ce sont en fait des voitures à gaz. Parce que à gaz naturel, parce que l'électricité marginale aux États-Unis, elle est faite à partir de gaz naturel. Donc, si vous voulez, la question, c'est vraiment de faire plonger en quelque sorte la consommation sans que ça impacte trop le quotidien de chacun. Le quotidien de chacun. Ou le développement de pays justement qui ont besoin de se développer. Et c'est d'où la nécessité de trouver une voie de développement différente. La voiture, par exemple, en France, on ne va pas remplacer les 38 millions de voitures thermiques par 38 millions de voitures électriques. Ça n'a aucun sens. C'est un peu la même logique dans les pays en voie de développement ou les pays émergents comme la Chine. On ne va pas reprendre le modèle de consommation et de développement à l'américaine, avec chacun sa voiture, voire même 2-3 voitures, qui a été très fortement encouragé par le lobby pétrolier. Et je sais de quelle voix vous portez ici, parce qu'on n'a quand même pas, on n'est pas ici pour parler depuis la même source. Donc on a d'autres voies de développement possibles. On peut développer des transports en commun, on peut développer des bâtiments plus verticaux plutôt que de s'étaler largement. Et ça, les solutions, elles sont existantes. Et je dirais même, c'est plus simple pour les pays en voie de développement. Et sur le financement ? Sur le financement, il faut avoir aussi en tête que ça, peu de gens le savent, mais les acteurs financiers. On dit souvent la France, ce n'est qu'à 1% des émissions, on ne peut pas faire grand-chose. En fait, sachez bien que les acteurs financiers, dans lesquels nous on dépose notre argent, on investit, ont un rôle
centrale dans le développement des énergies fossiles, que ce soit côté production ou que ce soit côté demande. Les banques françaises, par exemple, qui ont investi depuis la COP21, qui ont financé à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars le développement des énergies fossiles, elles peuvent agir, elles ont des leviers d'action très importants. Comment ? En supprimant tout financement ? D'un côté, en réduisant considérablement leur financement aux énergies fossiles, à commencer par dans les entreprises qui développent ces champs pétroliers, parce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui, qui en tout cas est totalement contraire à nos objectifs, et puis par ailleurs rediriger les aides vers les énergies renouvelables. Je vous disais, en Afrique par exemple, le coût du capital pour développer l'économie est 5 fois plus importante que dans le reste du monde. 5 fois plus importante. Donc on a un gros frein au financement et à l'accélération du développement des énergies renouvelables parce que le coût du capital est trop élevé dans le Sud. Et ça, nous, on a un rôle à jouer. Cette histoire du financement des sociétés pétrolières, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération bancaire française, elle dit que c'est fantaisiste. C'est comme ça qu'elle a qualifié cette analyse. Et moi, je suis pas banquier, je suis pas la Fédération bancaire française, mais ce que je peux vous dire, c'est que les sociétés pétrolières, elles vont pas chercher de l'argent à la banque pour investir, pour chercher du pétrole. C'est pas comme ça que ça se passe. Elles investissent essentiellement à partir du cash flow qu'elles génèrent. Quand le prix du pétrole est élevé, leurs programmes d'investissement sont élevés. On l'a vu en 2019 et 2020, quand le prix du pétrole s'est cassé la figure, les programmes d'investissement des sociétés pétrolières ont été drastiquement réduits parce qu'elles ne généraient plus le cash flow nécessaire pour produire. On va pas à la banque aller chercher un peu d'argent pour faire des trous dans la terre. C'est pas comme ça que ça se passe. Bien. Mais je dirais encore autre chose. Tous les jours sur ce sujet, excusez-moi, mais les banques financent toujours à coût de dizaines de milliards chaque année. Bon. Merci messieurs, merci. On aura l'occasion de reprendre ce débat parce que c'est absolument passionnant. Et puis, on n'en a pas parlé, mais la géopolitique se mêle de tout ça. Évidemment, on le voit, il y a du gaz au large de Gaza, par exemple. Il y a en ce moment entre Guyana et le Venezuela, on est proche d'un envahissement par le Venezuela. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Bien, après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent le journaliste, le réalisateur Sébastien Giraudon et la DJ Piu Piu. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.